Alors si vous avez moins de 25 ans, je ne suis pas certain à 100% que vous ayez un jour eu un album de Tintin entre les mains. Mais si vous avez plus de 25-30 ans comme moi, eh bien il est impossible que vous n'ayez pas à un moment plongé dans les magnifiques aventures de Tintin, l'œuvre de Hergé. Dans cette vidéo, eh bien nous allons voir qu'est-ce que les aventures de Tintin pourraient cacher. Parce que on peut se dire que finalement, les aventures de Tintin pourraient être une simple œuvre. Colossale quand même, colossale, entre 1930 et 1983. Mais une simple œuvre qui finalement ne ferait que titiller un petit peu notre envie de fantastique, qui nous amènerait à des interprétations un petit peu farfelues. Mais on pourrait aussi se dire que finalement, Georges Rémy, le vrai nom de Hergé, eh bien que cette personne était un initié qui a su habilement distiller au gré de ses albums, eh bien un discours, des codes et une symbolique hermétique. Donc dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les codes, quels sont les symboles, quels sont aussi les éléments de la mythologie grecque que l'on retrouve dans les albums de Tintin, car Tintin, ce n'est pas que Tintin le personnage, c'est aussi des thèmes, des pays, des royaumes imaginaires, ainsi qu'une foultitude de personnages aux caractéristiques très précises. Comme toujours, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant aussi sur la petite cloche, ce qui vous permet de recevoir une notification dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Donc sans plus attendre, nous allons à présent nous plonger dans le vif du sujet. Tintin, c'est avant tout de l'action, de la justice, de la réflexion, de l'ingéniosité, le respect des lois, le respect de l'ordre, avec toutefois une pointe de rébellion quand c'est pour le bien de la veuve et de l'orphelin, sans oublier bien entendu des passe-droits, venant le sauver grâce à un look de premier de la classe, puisant ses origines dans le passé scoutiste de Hergé. Dans Tintin, Tintin le personnage, on va pouvoir retrouver l'incarnation de la déesse mythologique grecque Athéna. Androgyne comme notre héros, Athéna représente la sagesse, une des grandes vertus du reporter audacieux et protectrice des enfants. Bien des similitudes car on retrouvera souvent des enfants dans les aventures de Tintin. Nous avons tout d'abord, par exemple, Zorino, dans le Temple du Soleil, ce jeune marchand d'orange qui guidera Tintin pour éviter les pièges péruviens. Tintin se prend d'affection pour lui, car il est évidemment méprisé par les descendants des colons espagnols en raison de ses origines quechua. Nous avons aussi Chang, apparu dans l'album du Lotus Bleu. Eh bien, Chang est inspiré par Zhang Changren, un ami sculpteur de l'auteur Hergé. Et enfin, le plus intéressant, nous avons Abdallah, le fils turbulent de son Altesse, Mohamed Ben Kalish Ezab, le roi du Kemed. Hergé aurait très bien pu inventer un autre nom, comme Arawashputala, la Bordurie, le San Théodoros, la Sildavie ou d'autres royaumes imaginaires de ses aventures. Pourtant, pour le Moyen-Orient, il a choisi Kemed. Et selon moi, le terme Kemed n'est absolument pas anodin, car le terme Kemed ou Kemet, écrit en ancien égyptien KMT, signifiait le peuple des anciens égyptiens ainsi que les terres d'Égypte, la terre noire, que l'on disait Al-Kem ou Al-Khem. Al-Khem qui deviendra aussi l'origine du mot alchimie, l'alchimie que l'on retrouve dans le drapeau égyptien avec les trois couleurs, noir, blanc et rouge. Alors bien entendu, certains pourront y voir des coïncidences, mais ce n'est pas mon cas, je pense qu'il y a un petit peu plus derrière tout ça. Comme tout protagoniste, eh bien Tintin a besoin d'un antagoniste. Et dans les aventures de Tintin, son antagoniste, c'est le capitaine Haddock, apparu dans l'album du crabe aux pinces d'or. Le capitaine Haddock, c'est la gouaille, la picole, personnage sanguin, prêt à en découdre. Non, découdre, pas des à coudre. Dans la mythologie grecque, Haddock, c'est l'équivalent de Dionysos, le dieu de la vigne, du vin, de ses excès, de la folie et de la démesure. Bref, du Haddock tout craché. Dans les fictions, les créations, il y a aussi besoin d'un intello. Alors par exemple, dans Parker Lewis, ou Parker Lewis ne perd jamais, nous avions Jerry Steiner. Dans Tintin, nous avons un espèce d'hybride à mi-chemin entre Thomas Pesquet et les frères Bogdanov, c'est le professeur Tournesol. Nous parlions d'alchimie auparavant, eh bien, Tournesol, c'est Hermès, une des divinités de l'Olympe, messager des dieux, inventeur des poids et des mesures, gardien des routes, des carrefours, dieu des voyageurs, des commerçants, des voleurs et des orateurs. Bref, niveau responsabilité, Hermès, lui, il était au taquet. Et dans la culture hermétique, Hermès, c'est surtout Hermès Trismégiste, qui signifie 3 fois grand. Selon la légende persane, il existerait 3 Hermès. Le premier, le petit-fils d'Adam, ayant vécu en Égypte avant le déluge. Le second, un Hermès philosophe, médecin, mathématicien, ayant vécu après le déluge de Babylone, qui fut également le maître de Pythagore. Et un troisième Hermès, philosophe, médecin et fondateur de l'alchimie, ayant vécu en Égypte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le chiffre 3 est omniprésent dans cette tradition hermétique et que, je vous le donne dans le mille, le prénom du professeur Tournesol, c'est
Tryphon. Alors est-ce qu'il s'agit de nouveau de notre désir de fantastique, de voir des choses là où il n'y a rien? Ou alors est-ce que Hergé a délibérément mis la syllabe tri dans le prénom du savant un petit peu tête en l'air des aventures de Tintin? On dit que Hermès conduisait les âmes des hommes sur la Lune pour qu'ils s'y purifient avant leur retour sur Terre. Quand on entend ça, bien entendu, on ne peut que penser aux deux albums Objectif Lune et On a marché sur la Lune, deux albums dans lesquels Tryphon Tournesol, le professeur Tournesol, est le pilier central de toute l'action. Alors Hergé était-il simplement un visionnaire hasardeux ou un réel initié informé? Car il publie ses albums, les albums Objectif Lune et On a marché sur la Lune, en 1953 et 1954, respectivement quelques années après le début de la guerre froide. Même si les yeux des deux superpuissances américaines et russes à l'époque étaient portés vers le ciel dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, on rappelle que la course à l'espace n'a vraiment débuté qu'en octobre 1957 avec Sputnik 1. Concernant l'homme sur la Lune, Hergé a une fois de plus un timing un petit peu visionnaire car en 1953 il parle de l'objectif Lune, alors que Apollo, le plus grand programme spatial de tous les temps visant à amener l'homme sur la Lune, lui ce programme il date seulement de 1961, soit 8 ans plus tard. Un autre élément lie le professeur Tournesol à Hermès, qui est la version grecque du dieu égyptien Thoth. Eh bien cet élément c'est le fil à plomb, car on se souvient tous du pendule de Tournesol qu'il sortait à peu près à la moindre occasion. Toujours dans la mythologie grecque, nous avons Castor et Pollux, appelés Dioscures, qui sont les fils jumeaux de Léna, épouse du roi de Sparte, Tindar, qui donnera son nom à une célèbre application de séduction sur laquelle on swipe à droite. Chacun né d'un œuf différent, Castor et Pollux sont fils donc de roi de Sparte et de Zeus. Mais si cette référence est également utilisée par exemple dans Sous le soleil, lorsque Valentine et Jeanne découvrent qu'elles étaient sœurs, eh bien j'ai envie de dire que Sous le soleil c'était pas forcément un pamphlet hermétique. Par contre, quand on regarde les Dupont avec un D et Dupont avec un T, nous avons probablement sous les yeux un énième élément d'initiation. Ce que les Dupont représentent est peut-être encore plus profond, car dans leur noir, grâce à des pilules, ils se transforment en personnages avec une longue barbe et une chevelure, rappelant tantôt le père Fouras, tantôt Maestro, le sage et le savant du dessin animé Il était une fois la vie, il était une fois l'espace, etc. Alors au-delà de la mythologie grecque et du passé civilisationnel qui a peut-être fait naître l'alchimie, y a-t-il d'autres codes dans les aventures de Tintin? Certains parleront de franc-maçonnerie, mais il est vrai que les interprétations sont soit tirées par les cheveux, soit laissent quand même un tout petit peu à désirer. Mais il y a quelques éléments qui sont malgré tout très intéressants et sur lesquels nous allons nous attarder à présent. Il y a un album très chargé en symboles et en symbolique. Ce sont les 7 boules de cristal. Alors déjà, il y a évidemment la référence aux boules de cristal qui parlera même aux profanes. Les couleurs, les tenues, les lieux, bref, tout y est dans cet album, et tout ceci est décrit vraiment en détail avec maestria dans un livre qui s'appelle Hergé au pays des tarots, une lecture symbolique, ésotérique et alchimique des aventures de Tintin. Même la couverture des 7 boules de cristal a été soignée. Le fauteuil du professeur est dans les airs au-dessus d'une table au reflet si fort qu'on en déduit une autre matière que le bois, symbole fort, renvoyant vers la table d'émeraude qui est très probablement le texte le plus important de la culture hermétique. On rappelle que la table d'émeraude, c'est un texte très court, composé d'une douzaine de formules allégoriques, dont la fameuse « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Nous avons également les boules de cristal, qui sont présentes sur la couverture et représentent la force magique qui soulève le fauteuil du professeur. Mais ce n'est pas tout. Le mouvement des boules, il est circulaire, ce qui nous ramène à l'escalier en colimaçon, élément initiatique de la franc-maçonnerie, mais aussi qui ramène à un autre escalier en colimaçon que nous retrouvons toujours dans les aventures de Tintin, dans le château de Moulinsart, qui mène, quant à lui, à une crypte souterraine. La crypte souterraine qui pourrait être aussi un lieu initiatique et qui me ramène, moi personnellement, et peut-être vous aussi qui connaissez un petit peu l'Égypte, au temple, mon temple préféré en Égypte, peut-être, oui, je dirais que c'est celui-là, le temple de Dendera, dans lequel nous avons 22 cryptes souterraines, avec seulement une d'entre elles qui est ouverte au public. Et à Dendera, on trouve également des escaliers en colimaçon qui mènent au toit du temple dans lesquels les scènes représentées décrivent, selon certains, des rites initiatiques ou l'exode de peuples, dont celui des Atlantes. Dans les albums de Tintin, il y a aussi l'île Noire, dans lequel Tintin va vivre un véritable parcours initiatique. Si la maçonnerie est née en Égypte avec Euclide, elle sera popularisée et diffusée en Europe un petit peu plus tard grâce à Pythagore, le père du fameux théorème. Et au XVIIe siècle, en Écosse, naîtra ce que l'on appelle la franc-maçonnerie spéculative. Et l'album de l'île Noire se déroule en Écosse. Nous avons là un premier élément très intéressant. Et avant, nous parlions d'initiation. Et bien dans cet
album de l'île Noire, Tintin va subir 4 épreuves initiatiques. L'épreuve du feu, l'épreuve de l'air, de l'eau et de la terre. Mais voyons donc comment ces épreuves initiatiques se sont traduites sur les planches d'Hergé. Pour l'épreuve du feu, Tintin échappera à l'incendie de la demeure du docteur Muller. Tintin survivra ensuite à un accident d'avion, ce sera l'épreuve de l'air. Dans l'île Noire, il se déjouera de la marée qui le menace alors qu'il est caché dans une grotte, l'épreuve de l'eau. Et avant de se pencher sur l'épreuve de la terre, il faut rappeler que la grotte elle-même est un symbole important chez les francs-maçons. En effet, à Jérusalem se trouve la grotte de Sédécias, un lieu important pour les francs-maçons. Dans cette grotte se tiendra l'une des premières loges maçonniques de l'État d'Israël, et les francs-maçons d'Israël y tiennent une réunion annuelle depuis les années 1860. Et concernant l'épreuve de la terre, eh bien, Tintin devra se tirer les griffes de Ranko, ce monstrueux gorille qui pourtant était absolument terrifié, terrorisé par le tout petit Milou. Nous voyons donc qu'il y a beaucoup d'éléments cachés dans les aventures de Tintin qui méritent réflexion, qui méritent qu'on s'y attarde un petit peu, car ils pourraient être vecteurs de messages cachés, hermétiques, initiatiques, bien plus profonds que les petites aventures sympas pour enfants. Dans cette vidéo, je n'ai pas voulu aller plus dans les détails, mais si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez retrouver quelques liens utiles dans la description, avec en priorité bien entendu Tintin au pays des tarots, qui est une magnifique lecture guidée de tout ce qui est ésotérique, hermétique, initiatique dans les aventures de Tintin. En espérant que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.